Bienvenue à l'émission à la une. C'est le sujet d'actualité économique de l'heure. Les Grecs qui ont fait un pied de nez à leurs créanciers. Maintenant, tout le monde se demande que va-t-il se passer. Les plus récentes nouvelles. Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel estiment que la porte reste ouverte aux discussions avec Athènes, mais réclament au premier ministre Alexis Tsipras des propositions sérieuses pour trouver une issue à la crise. Le gouvernement grec a décidé ce lundi de prolonger jusqu'à mercredi inclus la fermeture des banques en Grèce. Elles sont fermées depuis lundi dernier à cause de retraits récents massifs de leur épargne par des Grecs inquiets, bien sûr, de la situation du pays. Et on a nommé le vice-ministre des Affaires étrangères, Euclide Tsakalotos, également coordinateur des négociations avec l'Union européenne et le FMI, pour remplacer le ministre des Finances du gouvernement grec. Alors, M. Tsakalotos, qui succède ainsi à Yanis Varoufakis, qui a démissionné, on le sait maintenant, après le référendum. Tous les regards sont tournés vers la Banque centrale européenne, qui doit décider si elle maintient les prêts d'urgence octroyés aux banques grecques au risque de violer ses propres règles. Vous entendrez donc au cours des prochaines minutes l'analyse de divers experts, notamment de notre analyste Michel Nadeau, sur les développements en Grèce. Et puis tout de suite après, une discussion sur l'austérité, celle demandée à la Grèce par les financiers internationaux, mais de manière plus large aussi en tant que remède aux économies déficitaires. Nos invités sur cette question-là, Andrés Fontecilla, porte-parole et président de Québec solidaire, et aussi Mathieu Bédard, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. On les retrouve sous peu. Tout d'abord, on va entendre notre analyste Michel Nadeau, qui lui est convaincu que la Grèce et l'Union européenne vont en arriver à un compromis. Oui, effectivement. Et là, on a 48 heures pour essayer de régler le tout avec la Banque centrale européenne qui fournit de l'argent depuis déjà plusieurs mois aux banques grecques afin de pouvoir fournir les besoins de tous les Grecs. Malheureusement, les liquidités sont quand même très basses. On parle d'à peine 500 millions au cours du week-end dernier. Et si la Banque centrale européenne refuse d'augmenter son... Bon, toujours intéressant, mon collègue François Gagnon, mais vous avez compris que c'est pas Michel Nadeau. On va commencer donc tout de suite par vous faire entendre, cette fois, l'économiste Mathieu Arsenault de la Banque nationale, qui lui note que c'est l'exaspération des Grecs face aux mesures d'austérité qui explique le résultat du vote. Quand on regarde les conditions économiques, quand on compare ce qui s'est passé en termes d'évolution du PIB, c'est pire que la Grande Dépression américaine. Donc, il faut mettre les choses en perspective. On peut avoir beaucoup d'insatisfaction au niveau de la population grecque dans un contexte comme celui-là. Donc, oui, on a dit non. M. Tsipras a quand même demandé la démission de son ministre des Finances, ce qui peut amener un petit peu moins d'animosité peut-être aux tables de négociation. Le marché, je pense, a quand même bien pris cette nouvelle-là. Donc, on espère qu'il y aura des négociations, moins d'animosité au niveau de l'Allemagne, peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin quant à la possibilité d'un allègement du fardeau de la dette. Le FMI nous a clairement montré avec ses calculs la semaine passée que pour revenir ultimement au marché, le gouvernement grec devrait bénéficier d'un allègement substantiel de son endettement là, pour qu'éventuellement ses finances publiques reviennent en ordre. Donc, on a maintenant l'opportunité d'entendre notre analyste Michel Nadeau sur les développements en Grèce. On l'écoute tout de suite. Une dette, il y a deux façons. C'est ou vous la rééchelonnez ou vous l'abaissez. Mais c'est clair que les Grecs ne pourront jamais rembourser 350 milliards au Fonds monétaire, à la Banque centrale européenne, tout ça. Donc, là, on espérait qu'avec le programme qui était proposé aux électeurs grecs, ceux-ci pencheraient pour le oui. Mais même le président Obama, ça m'a beaucoup surpris, que le président Obama rentre dans la mêlée et dise, non, la Grèce, depuis 5 ans, ils ont perdu 25-30% de leur PNB. Je ne pense pas qu'on devrait leur en demander beaucoup d'autres sacrifices. Donc, dans ce contexte-là, les Grecs, évidemment, le pouvoir, la faveur de la négociation s'en va vers du côté du premier ministre grec qui va dire aux banques, regardez, votre proposition, ça n'a pas été accepté, faut trouver autre chose. Baissez vos conditions ou faisons ensemble d'autres choses. Mais c'est clair que les dirigeants grecs ont maintenant le haut du pavé dans la négociation.
Donc, voilà pour l'analyse de Michel Nadeau et de Mathieu Arsenault de la Banque nationale. Maintenant, j'accueille mes invités. Andrés Fontecilla de Québec solidaire. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui, M. Fontecilla. Et Mathieu Bédard, économiste à l'UEDM. Bonjour, M. Bédard. Donc, commençons avec le point de départ, bien sûr, qui nous réunit aujourd'hui. C'est la Grèce. Vous avez entendu l'analyse des deux. Michel Nadeau, qui est quand même optimiste qu'on réussira à trouver une solution. Mathieu Arsenault, qui souligne à quel point c'est justement l'austérité, et on en parlera, qui a mené finalement à ce nom, les Grecs qui refusent finalement ce type de remède. Monsieur Fontecilla, on sait que Québec solidaire a organisé une marche en appui au gouvernement grec. Donc, votre réaction au plus récent développement en Grèce? Nous sommes très contents de l'appui massif au non, donc un refus de la population grecque. Vous voyez la carte de la Grèce, c'est dans l'ensemble des régions de la Grèce, les non à gagner, et aux conditions imposées par la troïka financière qui a changé de nom entre-temps, parce que justement, ces politiques d'austérité, les conditions qui ont été imposées à la Grèce n'ont pas donné les résultats escomptés, et aujourd'hui la Grèce se retrouve dans une crise économique encore plus grande de ce qui était là en 2009 en sortant de la crise européenne, et donc on doit changer de formule. C'est évident. Les politiques d'austérité n'ont pas fonctionné en Grèce et on doit réactiver la machine économique grecque qui a beaucoup perdu au cours de ces années-là, et donc on doit aller plutôt vers une politique d'activation de l'économie grecque afin de sortir de cette crise-là, et ça passe d'abord et avant tout, par une restructuration de la dette grecque qui peut se faire avec un rééchelonnement ou une abolition, une radiation d'une partie de la dette grecque. Donc on est su puis on recommence pour une partie de la dette grecque, c'est ce que vous soumettez? Tout à fait, il faut renégocier, et je pense que le gouvernement de M. Tsipras a amplement la légitimité démocratique pour demander à ses créanciers européens de renégocier et revenir à la table de négociation avec des propositions réalistes par rapport à ces problèmes-là. M. Bédard? Bonjour. Bonjour. En réaction, donc, peut-être à ce que M. Fontecilla a dit, ou finalement ce que vous retenez de ce 61 très massivement contre... Écoutez, il faut comprendre que ce référendum-là et puis ce défaut qui est venu mardi avant n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est le résultat d'une longue histoire d'irresponsabilité fiscale en Grèce et de déficit courant, et avec une dette aujourd'hui qui s'élève à plus de 177 du PIB grec. Donc, on a une longue histoire de dépenser plus d'argent, tout simplement, qui en rentre dans les caisses de l'État. Donc, forcément, à un moment donné ou à un autre, il faut faire des efforts. Il n'est pas évident que les institutions internationales et européennes vont avoir beaucoup de marge de manœuvre pour donner beaucoup de l'os à la Grèce, malgré le non. Est-ce qu'on est en mesure de justement essuyer une partie de la dette grecque? On demande quoi, environ un tiers. Est-ce qu'on a la capacité de faire ça? Est-ce que ça met certains, même gouvernements, on parle de prêteurs, de banques, mais est-ce que ça met des gouvernements aussi dans une situation très délicate? Alors la difficulté, ça va être qu'en Europe, il n'y a pas seulement que la Grèce qui va mal, il y a aussi le Portugal, l'Irlande, l'Italie. Et si on donne des conditions favorables à la Grèce, ça risque de créer un précédent et les autres pays vont eux aussi demander des conditions favorables. Alors la Grèce est un petit pays, dans leur cas ça ne peut pas être trop grave, mais si tous les autres pays qui ont des difficultés en Europe s'y mettent aussi, on risque d'avoir un problème à payer pour le contribuable européen à un moment donné. Et M. Fontecilla, vous avez dit que le non au référendum, il est géographiquement bien distribué à travers le pays. Mais au niveau de la population, est-ce qu'on est en mesure de savoir qui a voté? Principalement. Les informations dont je dispose en ce moment ne nous permettent pas de savoir quel secteur de la population a voté en faveur ou contre la question qui était posée. Mais vous savez, concernant les risques de contagion, une sortie de la Grèce de la zone euro comporte aussi des risques énormes pour l'architecture financière européenne. Donc, en quelque sorte, la finance européenne doit choisir le moindre mal. Est-ce qu'on accepte d'expulser la Grèce et avec tous les risques que cela comporte pour l'effondrement du système économique européen, ou on arrive à une entente qui minimise ces risques-là? Et dans ce sens-là, le risque de contagion, oui, il peut exister, mais la décision d'imposer des conditions aussi rigides au gouvernement grec ressemble plus à une punition politique, justement pour éviter
éviter les précédents, qu'il y ait une décision économique, une décision rationnelle afin de régler ces problèmes-là. Donc on punit tout un peuple pour des risques qu'il peut éventuellement y avoir. Donc il faut absolument régler la question grecque, la viabilité du paiement d'une partie de la dette grecque avant de s'attaquer à des problèmes structurels de l'Union européenne, dont l'euro en fait partie, parce que la question de la rentrée de la Grèce dans la zone euro, on a mis la Grèce au même titre, la monnaie au même titre que l'industrie allemande. Et cela a fait en sorte de désindustrialiser la Grèce au profit justement de l'Allemagne. Donc il y a des défauts de conception structurelle de l'économie européenne qui peuvent être réglés en utilisant à bon sien, de la bonne façon, la restructuration de l'économie grecque. Vous mentionnez que les financiers, finalement, n'ont pas tellement le choix parce que les risques sont généralisés, non pas seulement pour la Grèce, mais la Grèce aussi est coincée. Les Grecs sont ravis, ils ont fait la fête après la victoire, mais ils sont aussi très inquiets. Bien sûr, les banques sont fermées depuis une semaine, le seront encore jusqu'à mercredi. On ne peut presque pas faire de retrait. Pour la Grèce, est-ce que c'est un jeu de bluff très risqué, selon vous? Non, c'est pas un jeu de bluff. On a des raisons qui nous laissent penser que les banques grecques sont déjà insolvables ou à la porte de l'insolvabilité. Les autres institutions européennes, en revanche, non, il n'y a pas vraiment de problème pour eux. Il n'y a pas vraiment de risque systémique, ni de contagion financière en Europe. Cette question avait déjà été réglée avec le premier sauvetage du FMI en 2010. Les banques européennes détiennent relativement peu de dettes grecques parce que tout simplement ils ont eu le temps de voir la chose venir. Et pour ce qui est donc de ce qu'on appréhende, selon vous, et ensuite on va parler de l'austérité, mais de ce que vous appréhendez pour les prochains jours. On a entendu Michel Nadeau dire on va trouver une solution parce qu'une sortie de la Grèce, ce n'est pas acceptable. C'est ce que vous pensez aussi, Andrés Fontecchia? Toutes les parties ont une obligation de résultat par rapport à la question de la dette grecque. Autant du côté du gouvernement grec que du côté de la finance et des autres gouvernements de l'Union européenne, parce que ça dépasse clairement les problèmes économiques et ça devient un problème politique qui compromet l'ensemble de l'Union européenne. Donc il y a une obligation de résultat par rapport à cette question-là. Et nous, Québec solidaire, on pense que la Grèce a déjà assez donné. Ils ont répondu positivement à toute une série de demandes de réformes économiques, de réformes structurelles. Et vous savez, aujourd'hui, la Grèce, depuis quelques années, réussit à dégager un surplus d'opérations, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays européens. Et ils ont fait des réformes en profondeur. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas de revenir à une situation antérieure, mais c'est d'arrêter des politiques d'approfondissement de la crise grecque. Bon, les yeux sont tournés vers la BCE. Que peut faire la BCE? Quelles sont ses options? Écoutez, la BCE a relativement peu d'options parce que si elle donne certains avantages, certains privilèges à la Grèce, ses autres créanciers vont aussi demander les mêmes avantages. Ça risque de créer un grave précédent. Ce qui peut être fait, c'est on peut étendre des lignes de crédit d'urgence à certaines banques grecques. Pour ça, il va falloir que le gouvernement grec fasse des efforts, réduise ses dépenses, réduise son problème structurel de dette et de déficit. Et ça risque d'être plus compliqué. Je lisais une analyse d'un ancien du FMI qui disait c'est peu réaliste de penser qu'un pays et son peuple va accepter une série de mesures d'austérité imposées par des gens de l'extérieur, une troïka, les financiers internationaux, d'espérer que ça fonctionne politiquement sur le terrain local, mais aussi donc de faire passer ces mesures-là, même techniquement. Alors, au niveau de ce qu'on peut, vous avez proposé, vous êtes d'accord avec le gouvernement, on veut essuyer une partie de la dette, mais de ce qu'on peut exiger aux Grecs et au gouvernement grec, qu'est-ce qui est réaliste pour les mois à venir? Moi, je crois que le gouvernement grec et le peuple grec a déjà accepté de faire énormément de sacrifices. Comme quoi, par exemple? Et ils ont restructuré en bonne partie leurs finances publiques. Je vous disais tantôt qu'ils arrivent à dégager un surplus d'opérations. Ce que le Québec, entre autres, cherche désespérément à faire. Et ils ont apporté quand même quelques réformes au régime des pensions. Donc,
donc ces réformes-là ont été réalisées, ça a suscité un appauvrissement généralisé de la dette grecque. M. Nadeau parlait de 20-25% des pertes, des chutes du produit intérieur brut, des taux de chômage inimaginables, 25% de la population, 50% chez les jeunes de moins de 30 ans, je crois. Et donc le peuple grec a déjà fait les sacrifices qui s'imposaient. Ils ne peuvent plus aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Maintenant, il faut restructurer la dette. Et je pense que le gouvernement grec a réussi à régler quelques problèmes structurels de la gestion de ses finances publiques, mais il demeure quand même des problèmes structurels de l'économie grecque en elle-même, qui produit très peu de produits exportables. Par exemple, justement à cause de l'euro qui a enlevé le secteur industriel de la Grèce au profit de l'Allemagne. Des enjeux au niveau de la productivité aussi. Par exemple. Et ça, c'est des enjeux qui ne vont pas se régler dans une semaine ou deux. C'est une vision à long terme et ce n'est pas avec des politiques d'austérité qui exigent le paiement des montants exorbitants dans l'immédiat qu'on va régler des problèmes à long terme de l'économie grecque. Et en réaction, M. Bédard? Alors, c'est vrai que la Grèce a fait certains efforts. En revanche, elle est toujours à un déficit de 4%, équivalent à 4% de son PIB. Ce qu'on prévoit pour 2005, ou plutôt ce qu'on prévoyait, parce qu'avec la crise, ça va sûrement changer, on prévoyait un déficit d'un petit peu plus de 5%. Donc, la Grèce n'est pas encore tout à fait sortie de ses problèmes financiers. Surtout qu'on sait qu'en Europe, il y a le critère de Maastricht qui dit que les pays doivent respecter un déficit maximum de 3%. Donc, la Grèce est toujours au-dessus de ce critère-là. Pour ce qui est des efforts, je crois qu'il y a encore beaucoup de place qui reste pour faire des efforts conséquents à ce niveau-là. Donnez-nous des exemples. Ben, écoutez, on parle des fonctionnaires, comme quoi la présence serait, entre guillemets, un bonus. Lorsqu'on se présente pour travailler, on reçoit un bonus, tellement c'est rare qu'on se va travailler. Il y a toutes sortes d'autres anecdotes qui, ici, nous semblent complètement sidérants à propos de la situation dans leur secteur public. Et donc, il y a de la place pour faire des économies assez importantes, là. Et donc, des histoires, si on veut, qui sèment une certaine exaspération en Europe aussi, où plusieurs Européens sont un peu excédés, finalement, de cette saga. Bien sûr. Alors, quand on pense à des pays comme, par exemple, l'Allemagne ou l'Angleterre, où l'âge de retraite est au-dessus de 65 ans dans beaucoup de cas, contrairement à la Grèce, où la retraite est toujours bien en deçà, et à une certaine époque, elle était même à 48 ans. Donc, il y a un petit problème d'équité au niveau de l'Europe, et c'est pour ça que le contribuable européen commence un petit peu à trouver la situation difficile et commence un petit peu à trouver que la Grèce met du temps à remettre ses finances en ordre. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec le Québec? Ce sera notre discussion. Donc, au retour de la pause, on poursuit avec nos deux invités, Mathieu Bédard et Andrés Fontecchia. Restez là. De retour à l'émission à la une, décidément, il faut être en onde pendant qu'on n'est pas en onde ici parce que ça soulève quand même un débat intéressant ce qui se passe en Grèce. Bien sûr, à la suite, et je le disais en ouverture, de ce non massif des Grecs, finalement, aux propositions des grands financiers internationaux, le gouvernement Tsipras qui demandait à ce qu'on, justement, vote massivement contre les demandes, notamment du FMI, de l'Union européenne, de la BCE, et c'est ce que les Grecs ont fait. On parle d'austérité et on parle justement du cheminement de la Grèce au cours des dernières années. Pourquoi les sauvetages, les plans de sauvetage internationaux antérieurs, parce qu'il y en a eu, pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Après, peut-être ça va nous mener justement à un parallèle avec le Québec sur les mesures d'austérité de façon générale. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné selon vous? Donc la situation a commencé à s'améliorer. Jusqu'à récemment, on avait fait des choix. On a vu le déficit de la Grèce qui s'est réduit considérablement. Pour l'année dernière, ça s'est arrêté à environ 4,5 %. C'est en revanche trop peu et depuis, il y a eu un gros changement de politique. On a fait des choix différents, des choix un petit peu moins responsables budgétairement et qui mènent aujourd'hui au défaut de paiement de la Grèce. Andrés Si les derniers plans n'ont pas fonctionné, c'est justement parce que trop d'austérité tue l'économie. Comme on dit, comme les économistes de droite disent, trop d'impôts tue l'économie, tue l'impôt, trop d'austérité
tue l'économie. Ce qu'on a fait, c'est d'annihiler, c'est de réduire au maximum la possibilité d'une réactivation économique en Grèce, et ça a fait en sorte que le pays doit payer d'énormes sommes sans avoir l'infrastructure économique qui produit de l'argent pour les payer. C'est l'austérité qui a fait échouer ces plans-là qui étaient draconiens. Bon, évidemment, la Grèce et le Québec sont très différents. On s'entend là-dessus tout de suite. Sauf qu'on parle beaucoup d'austérité également au Québec. Le gouvernement libéral préfère parler de rigueur budgétaire. Du côté de Québec solidaire, évidemment, il y a plusieurs mesures qui font l'objet de critiques importantes. Est-ce que vous craignez que l'austérité, vous venez de le dire, tue l'économie? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec le Québec? Est-ce que vous craignez un ralentissement de l'économie à la suite des mesures, soit de rigueur, soit d'austérité, imposées par le gouvernement libéral? On crée un ralentissement de l'économie, c'est-à-dire l'État est un acteur économique, soit dans les grands centres urbains comme Montréal, Québec, Sherbrooke, mais aussi dans les différentes régions du Québec. L'État est un des principaux agents économiques de la vie économique ici au Québec. Si l'État se contracte, retire ses billes, retire son argent de l'économie, c'est certain que cela a un effet sur la dynamique économique. Donc nous, on crée un ralentissement économique justement parce que l'État arrête de jouer son rôle de réactivation et de dynamisme économique. Monsieur Bédard? Alors, je crois qu'il faut faire très attention aux comparaisons entre la Grèce et le Québec. Donc, déjà, le Québec n'a pas le problème de structurel qu'a la Grèce. D'un côté, ni le niveau d'austérité qu'a la Grèce. Maintenant, c'est sûr que si on devait s'aventurer, un petit peu comme la Grèce, sur des choix budgétairement complètement irresponsables pendant 30 ans, sûr qu'éventuellement, n'importe quel pays atteindrait le même point, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais je crois qu'il faut faire attention aux comparaisons entre la Grèce et le Québec. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'un pays qui est soumis à des mesures d'austérité, justement, peine à se relever qu'il faut penser qu'ici, parce qu'on met en place des mesures davantage restrictives, qu'il faut s'attendre au même résultat. C'est ce que vous nous dites? Vous savez, il y a plusieurs types d'austérité. En Grèce, on a choisi l'austérité par la hausse des impôts, principalement. Au Québec, on choisit plutôt en direction de la baisse des dépenses publiques. Ça, en revanche, ça a tendance à accélérer l'activité économique et à être bon pour la croissance. Monsieur de Québec solidaire, donc, de dépenser, de restreindre les dépenses publiques, ça peut aider l'économie, vous pensez? Avez-vous des exemples en tête? Enfin, je ne suis pas économiste, mais je vois mal comment l'effet de retirer des ressources financières, de l'argent de l'économie peut faire en sorte qu'il y ait plus d'activité économique. Et il me semble que payer des professeurs, payer des infirmières, payer des médecins, payer des services publics, financer des CLD, des centres locaux de développement, financer la culture, tout cela, ça produit de l'activité économique. Retirer cet argent-là, je ne vois pas comment ça va produire, ça va inciter à davantage d'économie. Mais aux grandes dames de nos comptes publics, des fois. C'est ce que soutient l'IEDM. Oui, c'est pas gratuit tout ça, il faut le payer, il faut le prendre quelque part. Toute la dépense publique, c'est de l'argent qu'on enlève à l'économie privée, à l'économie qui est créatrice de richesse. Donc, il ne faut pas oublier que ce coût de la dépense publique. Mathieu Bédard, Andrés Fontecilla, ça a été une discussion fort intéressante. Merci à tous les deux.